Donc, on va commencer. Donc, bonsoir, bonjour, en fonction des zones géographiques. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette 4e édition du webinaire organisé par AICA International. Aujourd'hui consacré à l'ouvrage de Mathilde Roman, donc Habiter l'exposition. Je vous rappelle que ce webinaire est en langue française, qui sera enregistré pour être ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube. Je vous prie de bien vouloir veiller à garder vos micros fermés pendant toute la durée du webinaire. Nous vous invitons à poser vos questions, laisser vos commentaires dans l'espace conversation et nous veillerons à rebondir sur vos questions et commentaires pendant la durée du webinaire. Donc ce webinaire réunit Mathilde Roman, trésorière d'AICA International, Chantal Pondrian, présidente d'AICA Canada, et Alexandra Baudolon nous fait le plaisir de modérer la discussion, commissaire d'exposition et critique d'art basée à Paris. Alexandra Baudolon a fondé en 2009 la plateforme de création contemporaine et centre d'art indépendant Rosascape et co-dirigé les laboratoires d'Aubervilliers de 2013 à 2019. Elle est l'autrice de nombreux articles sur les arts visuels, la danse et la performance, et à plusieurs ouvrages dans le domaine de l'art contemporain. Donc je vous laisse la parole à vous trois. Oui, merci Sonia pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravie d'être là avec vous ce soir. Voilà, donc c'est un très grand plaisir d'animer cette rencontre avec Mathilde Roman et Chantal Pondrian, qui prend pour fil conducteur le livre de Mathilde, Habiter l'exposition, et qui est publié chez Manuela Éditions, qui est une très bonne maison d'édition basée à Paris. Cette rencontre a été rendue possible grâce à Lisbeth Rebolo et à la super équipe d'ECA International que je tiens à remercier chaleureusement et pour cette initiative et cette invitation. Donc brièvement, je souhaite à mon tour présenter nos deux protagonistes de la soirée qui travaillent depuis plusieurs années sur cette question de l'exposition comme dispositif scénographique de manière transdisciplinaire, donc depuis les arts visuels, la danse et la performance. Ce soir, on va surtout aborder cette question depuis les arts visuels, mais évidemment, la danse ou la performance n'est jamais très loin, puisqu'il sera aussi beaucoup question aussi de corps, du vivant, donc ce qui a profondément à voir avec la notion de danse et de performance. Donc Mathilde Roman est docteur en art, critique d'art, trésorière d'ECA International depuis 2016. Elle est professeure au pavillon Bossio Art et Scénographie à Monaco depuis 2006 et mène régulièrement des projets d'exposition. Chantal Pondrian est présidente d'AICA Canada, est commissaire d'exposition et d'événements, muséologue et écrivaine. De nombreux événements, festivals, expositions, projets d'édition, revues et autres, et plus de 22 livres comptent parmi ses réalisations, dont la revue d'art contemporain Parachute et le FINE, le Festival international de nouvelle danse. Son travail explore des problématiques de mondialisation et d'hétérogénéité artistique. Elle est entre autres la commissaire de HFRG, Haroun Farroukhi, Rodney Graham, qui fut présenté au Jeu de Paume en 2009, et de The Yvonne Reiner Project, présenté en 2014 à la Ferme du Buisson au Jeu de Paume et au Palais de Tokyo à Paris. Deux expositions vers lesquelles nous pourrons revenir au cours de nos échanges. L'ouvrage qui nous rassemble ce soir est à plus d'un titre nécessaire, d'abord parce qu'il offre dans un premier temps un parcours critique et historique de la scénographie de l'exposition à travers les grandes figures de l'artiste et ou du commissaire d'exposition de la première moitié du XXe siècle, ceux, non pas celles, mais nous y reviendrons plus tard, qui en ont posé un certain nombre de principes fondamentaux pour amener les spectateurs et spectatrices à faire autrement l'expérience de l'œuvre et à travers elle à se saisir de son environnement, en l'occurrence celui du lieu de l'art et de l'exposition, mais aussi et peut-être même surtout celui du monde tel qu'il résonne à l'extérieur selon les époques. Ensuite, parce qu'une des singularités de ce livre et de l'expérience théorique et littéraire conduite par Mathilde est de faire la part belle à une série d'entretiens réalisés avec 18 artistes de générations différentes, toutes et tous ayant en commun de travailler l'image en mouvement, entre autres médiums, et que nous pourrions regrouper sous 3 générations, celle des années 70 et 80, avec Dan Graham, Caroline Schiman, Tony Hausler, celle des années 90 et 2000, avec Doug Hecton, Isaac Julien, Eija Lisa Attila, Julien Rosfeld, Thomas Demand, Dominique Gonzalez-Foster, Xavier Veillant et Alexis Bertrand, Laurent Grasso, Jordi Colomer et Henri Sala. Et enfin, une génération plus active sur ces 10 dernières années avec Mika Rothenberg, Laure Prouveau, Pauline Baudry et Renate Lorenz, Angelica Mezziti et Liv Schulman.
Les uns, bien sûr, ne disparaissant pas à la suite des autres, mais au contraire dialoguant entre eux, en se reconnaissant des filiations ou l'évidence d'échanges transgénérationnels. L'exercice même de la critique dans le champ de la théorie et de l'histoire de l'art, tel que tu la déploies dans cet ouvrage, Mathilde, s'inscrit dans une dynamique singulière, celle d'une forme de co-construction avec les artistes cités, de coécriture, pour reprendre tes mots, Chantal, dans la très belle préface que tu signes ici, et qui ouvre à son tour un très grand nombre de perspectives pour penser la scénographie d'exposition. Donc l'expérience d'une coécriture par l'interview, faisant de l'exercice de la critique d'art un espace de collaboration à travers la parole des artistes, en prise directe avec le matériau même de leur travail, des processus et des modes de réflexion qui parcourent leur œuvre, de sorte que cette articulation entre œuvre et scénographie, celle par laquelle nous explorons, nous, lecteurs et lectrices, ce qui serait des manières d'habiter l'exposition, nous apparaît être le lieu du vivant avant d'être celui du médium. Habiter l'œuvre, c'est donc en premier lieu faire l'expérience du vivant à travers la relation, l'environnement, l'épaisseur du temps et de l'espace, la complexité des échanges entre les mondes, les désirs, les pensées, pour reprendre les mots de Donna Haraway que Chantal, tu signes dans ta préface, et la façon dont les artistes cherchent à échapper à une certaine forme de normalisation du vivant, et bien sûr le corps, les corps. Tous les artistes présents dans ce livre reviennent sur le rapport au corps, celui des protagonistes visibles dans les œuvres, qui est parfois l'artiste lui-même, mais aussi celui du spectateur et sur les liens aussi bien intimes que collectifs qui se tissent, sur la façon dont le corps agit sur nous et comment nous sommes agis par ce même corps. Comment il énonce les frontières au-delà desquelles il se déploie, inventant d'autres codes pour rêver, inventer, anticiper, activer, désamorcer peut-être, sûrement d'autres formes de société. C'est donc aussi depuis cette relation au vivant que tu abordes, Mathilde, la dimension politique de la scénographie et la façon dont elle est le lieu, la caisse de résonance, le milieu où se déploient les transformations politiques et sociales à l'œuvre dans nos sociétés. Habiter l'exposition, c'est également explorer les relations entre espaces réels et fictionnels par lesquels les narrations se déploient. Au sortir de cette très riche lecture, loin des critiques qui portent parfois sur la dimension trop spectaculaire de certains de ces dispositifs, nous nous sentons traversés par une infinité de mondes et nous comprenons qu'habiter l'exposition, c'est se mettre à l'épreuve des mondes par une multiplicité de langages qui tiennent autant de la poésie, du populaire, de la science-fiction, de la science, de l'ordinaire et du vulgaire. C'est donc à travers ces formes d'expérience que nous en proposons une autre ce soir, 19e interview, qui invite à prolonger cette traversée que nous pourrions qualifier de sans fin et qui rassemble une communauté de spectatrices et spectateurs, lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, nous, autour de ta parole et de ton projet, Mathilde, autour de tes expériences, Chantal. Alors Mathilde, pour commencer, peux-tu nous parler du projet de ton livre, comment il s'est construit au fil du temps, quels en ont été les axes fondateurs et les lignes conductrices? Merci beaucoup, Alexandra. C'est très réjouissant d'entendre une première point de départ qui est une lecture aussi et aussi en tout cas stimulante en termes de rapport à ce que j'ai envie d'en dire maintenant. Sonia, excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste lancer le partage écran parce que je peux pas le faire. En fait, je voulais juste mettre 2-3 images du livre pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir encore jusqu'à présent. D'abord, merci Alexandra et Chantal de faire ce temps partagé effectivement pour continuer à poursuivre les échanges qui ont mené la recherche qui est publiée dans ce livre, parce que comme tu le dis très bien Alexandra, c'était très important pour moi d'être dans une position de critique d'art qui soit collaboratrice, parce que c'est une manière aussi d'affirmer l'importance de la relation aux œuvres, puis aux artistes et à tous ces espaces de partage de pensée. Donc l'ACA, pour moi aussi, est un endroit comme ça où on a beaucoup de partage de pensée et c'est très important de le faire et de le poursuivre avec ce webinaire aujourd'hui. Alors ce livre, il est donc né d'une recherche que j'ai menée aussi, qui associe aussi la pédagogie, puisque j'enseigne dans une école en art et scénographie. Donc la question de la scénographie m'est apparue de manière de plus en plus forte aussi à travers cette expérience de l'enseignement. Et ce qui m'a assez vite marqué, c'était le fait qu'aujourd'hui,
on a peut-être deux approches souvent qui sont un peu antagonistes. C'est une approche qui serait héritée d'une vision très normative de la scénographie, où quand on parle de scénographie, on parle de socle, on parle de vitrine, on parle de dispositifs souvent très dispendieux dans les expositions. Et pourtant, quand on aborde la scénographie à partir de l'expérience des œuvres et dans le dialogue avec les artistes, comme tu le disais, on parle surtout de corps, on parle de traversée, on parle de subversion, on parle d'émancipation des regards, et on parle des œuvres en fait. Et on parle de la manière dont les œuvres vont rencontrer des espaces, rencontrer et réfléchir à des manières d'aborder justement la place du spectateur comme une place qui soit réinventée et comme un lieu de possible où effectivement on doit faire avec l'espace, mais on doit aussi faire espace. Et en faisant espace, c'est une ambition aussi politique hein, effectivement de l'exposition qui se construit à l'endroit et avec la scénographie. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça d'ailleurs l'artiste et la scénographie. J'ai voulu montrer à quel point la scénographie est devenue un outil conceptuel pour l'artiste de penser la construction de l'exposition et la construction de ses œuvres. Et en particulier, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille sur la question de l'installation et de l'installation vidéo, qui est un médium particulièrement important où la question de la mise en espace est particulièrement problématique de par la dimension temporelle. Et en même temps, je travaille aussi sur la dimension dynamique de comment aussi les arts vivants amènent à repenser le modèle du musée. C'est vrai que c'est ce qui nous relie aussi beaucoup, Alexandra et Chantal, cette attention aussi portée à cette dimension vivante de l'œuvre dans l'exposition. Donc tout ça s'est mêlé avec ce souhait et ce désir d'essayer de réfléchir à revenir aussi sur une histoire de la scénographie qui est très peu connue en fait aujourd'hui par les artistes en fait, et de montrer que cette histoire de la scénographie, c'est aussi une histoire qui a eu beaucoup d'expériences extrêmement stimulantes, où, avec les avant-gardes des années 20-30 en particulier, où il y avait une dimension très militante et où on essayait d'emblée de penser une expérience de l'exposition qui se fasse non pas simplement à travers une construction linéaire, dominante du parcours, mais déjà comme des traversées qui se voulaient complètement subversives dans le rapport au spectateur et dans le rapport au récit aussi. C'est-à-dire essayer de construire l'exposition comme un récit qui soit ouvert, pluriel, qui soit parfois aussi participatif, en donnant une vraie place au spectateur, qui soit en tout cas finalement déjà très proche de toutes ces logiques que l'on retrouve effectivement peut-être plus dans les artistes que tu mets, qui sont les artistes de ces 10 dernières années, qui sont les artistes très nourris justement de positions féministes et de cette volonté comme ça de penser l'horizontalité de la question de la construction de l'exposition. Et l'enjeu dans tout ça, c'est effectivement de penser une manière peut-être de faire l'exposition en créant une co-agentivité, c'est-à-dire cette idée qu'on va se relier, on relie l'expérience du spectateur à l'expérience des œuvres, dans une sorte de peut-être d'utopie, en tout cas dans une volonté, dans un désir comme ça de créer une expérience où il n'y a pas d'un côté quelque chose qui serait de l'ordre d'une objectivité et de l'autre de sujet, et il n'y a pas non plus juste un renversement de l'un par rapport à l'autre, mais il y a on devient sujet ensemble, voilà, et dans un processus partagé qui nous relie, qui nous émancipe et qui élargit peut-être, qui élargit justement la question de cette co-agentivité. Donc effectivement, il y a aussi tout un positionnement théorique qui est très, très nourri ici de ma part, par Donna Haraway, comme là tu l'as relevé, Alexandra, ou aussi toute une position qui vient aussi de effectivement de critique d'art, une critique d'art qui est une critique d'art aussi qui essaie de se positionner non pas simplement à distance des œuvres, mais qui est traversée par les œuvres.
Donc, je ne veux pas non plus faire une introduction trop longue, mais peut-être simplement, tu pourrais passer des images, juste, Sonia, ça permet de traverser, de montrer la structure du livre, qui donc à la fois reprend qui est un essai théorique d'une centaine de pages, et ensuite ces entretiens, qui sont, comme je le dis dans mon introduction, non pas ça ne se rajoute pas aux œuvres, hein, mais véritablement, ça vient construire le propos de l'œuvre. Et je termine, moi d'ailleurs, dans mon introduction sur une référence à Lucy Lippard et à une discussion qu'elle avait menée dans une EICA Talk, justement proposée par EICA USA, qui expliquait à quel point ce qu'elle cherchait à faire, c'est aussi suivre les intuitions, aussi travailler comme les artistes en suivant les intuitions et en partageant des intuitions sensibles. C'est aussi la manière dont j'essaie de travailler. Voilà, partager des intuitions, partager des idées. Et c'est pour ça que l'entretien, ça a été une manière aussi de prendre le temps de poursuivre des intuitions ensemble avec les artistes, à partir des expériences, des expositions, mais aussi à partir du plaisir de la rencontre, le plaisir des rencontres, qui est aussi quelque chose d'important, et une volonté de démystifier aussi, peut-être aussi certaines postures autant du critique que de l'artiste. Donc là, il y a quelques exemples de visuels qui permettent aussi peut-être d'identifier les grands enjeux qui sont ceux de, justement là, avec leur provo, par exemple, on vient peut-être se réapproprier la logique justement un peu plus classique de la scénographie, avec le cartel, l'éclairage, un dispositif qui est de couloir, qui est quelque chose qui est justement de parcours, qui est très normalisé dans la scénographie d'exposition et qui est complètement renversé ici en devenant l'espace même de l'œuvre et en déjouant les constructions habituellement attendues de ce type de dispositif. Donc il y a beaucoup aussi d'ironie, de détournement, avec la manière dont les artistes s'approprient et jouent avec la scénographie. Mais c'est non pas une manière simplement de le critiquer pour le mettre à distance, mais une manière de se le réapproprier et de le revitaliser, je crois au contraire. C'est intéressant que tu évoques leur provo et tu évoques aussi ce qui a contribué d'un point de vue de l'histoire de l'art à amorcer cette histoire de la scénographie dans le dispositif visuel. Et tu évoques notamment, ce qui est assez intéressant, l'approche très anthroponormée de la scénographie qui était construite donc dès les années 20, cette époque-là, à travers les avant-gardes, essentiellement autour d'une figure blanche, masculine, et éduquée et relativement passive, telle qu'elle était pensée notamment par Helsinki ou Herbert Bayer. Tu as montré une des images à un moment donné, c'est très intéressant parce que le point de vue est très clair, il y a un personnage qui est représenté, donc ce corps d'homme. Et plus on avance en fait dans les époques, donc jusqu'à leur provo, entre autres, hein, mais pour en citer d'autres qui sont présents dans le livre, plus on approche aussi à ce désir de dénormaliser le corps et de vraiment faire du dispositif scénographique et de ce qui est mis en place l'endroit d'un éclatement de l'expérience et des identités. Donc, ce qui m'amène à t'interroger plus précisément sur la dimension politique de la scénographie, que tu développes beaucoup aussi dans ton introduction, et sur la façon dont elle est le lieu des transformations politiques. Comment tu perçois cette évolution et ces différentes approches qui sont portées par les artistes que tu as pu rencontrer? Oui, c'est une question qui revient beaucoup en fait dans les discussions que j'ai avec les artistes, parce que effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est que dès les années 20, 30, on parle d'émancipation du spectateur. En fait, Lissitzky, Herbert Bayer, certes, nous, avec le recul, on se dit oui, mais en même temps, ils ont une vision très normalisée du corps. Mais en même temps, déjà à l'époque, c'est quand même une manière déjà d'inclure le spectateur, ce qui n'était déjà pas le cas, quoi. C'est de penser la question du public comme co-constituant de l'expérience de l'œuvre. Et puis, c'est déjà élargir la vision, parce qu'on voit bien dans le schéma, je ne sais pas si tu peux revenir, Sonia, un petit peu sur le schéma du départ. On voit dans ce schéma, déjà, il y a une sorte de, voilà, cette volonté comme ça de ne plus être sur une vision unilatérale, mais déjà qui est complètement élargie à travers une perception multisensorielle. Enfin, donc, c'est déjà un élargissement de la vision considérable. Et puis, c'est aussi le souhait de se dire que la perception et l'expérience perceptive du spectateur est co-constructive du sens. Il y a quelque chose de déjà très, très, très intéressant. Et en même temps, qui est
qui est quand même aussi évidemment assez troublant avec le recul, c'est que ça reste effectivement, comme tu dis, encore très hétéronormé et qui aujourd'hui est complètement interrogé et déconstruit dans les pratiques artistiques contemporaines. Mais les enjeux finalement qui sont posés à ce moment-là nourris des avant-gardes révolutionnaires politiques et des idéologies de cette époque qui en fait, finalement, ces enjeux sont toujours les mêmes qui sont soulevés par beaucoup d'artistes dès qu'on interroge la place qu'ils donnent aux spectateurs et leur désir comme ça d'essayer de réintroduire notre rapport à l'expérience des corps. Donc, et donc la question je l'interroge comme étant à la fois peut-être aussi parfois la question est-ce qu'il y a une forme en tout cas d'utopie, de vouloir comme ça, est-ce que véritablement, c'est toujours la question, est-ce qu'une expérience politique des œuvres est vraiment une expérience émancipatrice des corps bon, tout ça, c'est des questions qui pour moi sont pas, il n'y a pas de résolution possible, si ce n'est dans des expériences peut-être individuelles et des convictions profondes. Mais c'est des choses qui reviennent régulièrement effectivement dans les discussions que j'ai avec les artistes. Et qui, moi, m'ont semblé aussi intéressante à réfléchir par rapport à la place qu'on a aussi aujourd'hui dans la question de se sentir, voilà, en tout cas, au moins, dans cette idée de travailler sur cette horizontalité et cette co-construction, cette importance donnée à cette tentative, en tout cas, d'être dans une forme d'espace de réciprocité. Et que dans cet espace de réciprocité, où on se sent en tout cas complètement inclus dans l'expérience des œuvres, on se sent avoir une place en fait, qui est co-constructive des œuvres, au moins il y a une forme de responsabilisation, oui, donc il y a une dimension politique, mais qui se fait peut-être pas d'une manière aussi, peut-être aussi évidente que dans les débats qui pouvaient avoir lieu dans les années 20-30. Parce que dans les années 20-30, on a une autre idéologie qui a aussi ses revers. Parce que dont je parle aussi, c'est que finalement, cette conception très révolutionnaire de la scénographie d'exposition, elle amène aussi vers des expositions qui ont été au contraire finalement très, très normatives, avec des parcours très didactiques. C'est toute la tension entre pas être didactique et en même temps être émancipateur, toute la complexité. Cet espace de réciprocité dont tu parles, ou comment l'artiste par la scénographie construit un espace d'échange mutuel entre l'œuvre et le spectateur, met en avant beaucoup cette création des liens collectifs, parce qu'il est vraiment question de ça aussi, donc l'expérience collective versus l'expérience intime aussi qui est très présente. Et donc à travers le rapport nécessaire qui a impulsé cette dynamique politique dans notre rapport avec le monde actuel. Donc ça aussi, c'est une question qui est importante. Les liens collectifs dans cette analyse que tu portes dans l'introduction et dans les échanges que tu conduis avec les artistes, sachant que, comme tu le dis, entre la dimension du collectif à l'époque des avant-gardes dans les années 20 et 30 n'est évidemment pas la même que la notion du collectif telle qu'elle est aujourd'hui portée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plutôt, avec les discussions qu'on a eues avec Angelica Messiti, avec Dorian Sous, c'est plutôt la question d'un commun, parce que il y a beaucoup cette logique-là qui a pris plus de place que la logique du collectif et qui a plus de sens surtout. Et du coup, qu'est-ce que produit aussi cette communauté de corps aussi très concrètement? C'est ça qui m'intéressait aussi. Et à travers les exemples que l'on aborde avec les artistes, c'est de voir qu'effectivement, il y a des places très précises qui sont réfléchies en termes de mise en espace, de construction des dispositifs qui permettent d'interroger plus conceptuellement une place. C'est-à-dire que la technicité du dispositif est finalement traversée d'une réflexion conceptuelle. Que c'est ce dont parle chez Chantal sur la question du médium, c'est-à-dire que la scénographie devient médium, et en devenant médium, elle est porteur d'un message, et en ce titre-là, il faut y réfléchir, on y réfléchit en termes conceptuels. Le spectateur, ou encore au pluriel, produit Jordi Colomer aussi a beaucoup exploré dans c'est toutes ces réflexions-là qui m'ont fait. C'est certainement la question du travail, d'essayer d'actualiser une sorte de travail in situ dans le musée et de faire vivre le musée et
et que le musée vraiment gravite en dehors de ses propres murs, de façon conceptuelle, mais aussi de façon physique et réelle. Alors, bon, pour revenir à Yvonne Rainer, donc à Paris, ce projet s'est incarné de différentes manières, un peu comme une installation d'artistes. Je pense à Laure Corveau, à la dernière Biennale de Venise, où il y avait un film, il y avait des sculptures, il y avait un trajet imaginé pour le spectateur, etc. Différentes formes qui rentraient en synergie, pour ainsi dire, pour accueillir le spectateur, mais aussi pour parler du monde contemporain et offrir un certain point de vue politique sur l'état du monde actuel. Alors, Yvonne Rainer, l'exposition, la partie exposition s'est déroulée à la ferme du Buisson et avec Julie Pellerin, qui était directrice de ce lieu, on a fait cette exposition qu'on a appelée Lives of Performers, d'après le premier film de Yvonne Rainer, qui est essentiellement un film qui se déroule en atelier. Donc, c'est comme si avec toutes ces propositions d'artistes aujourd'hui auxquelles Mathilde fait référence dans son livre et bien d'autres, que le lieu d'exposition devenait un atelier, un lieu investi par le processus et du fait même, c'est un lieu qui incorpore le spectateur, pour ainsi dire, qui le présume partie prenante de ce qui est en cours, de la temporalité qui est en train de se dérouler dans le cadre de l'exposition. On a beaucoup conçu dans l'esprit moderniste l'exposition comme un lieu d'appréhension de l'espace plus que du temps. Et ça, c'est plus possible à mon avis aujourd'hui. On ne vit plus dans ces dynamiques à la Louis XIV de spatialisation du pouvoir ou à la Trump peut-être de spatialisation du pouvoir. On vit vraiment sous l'effet des technologies de communication dans plus un espace temporalisé. Axé sur les flux. Et c'est pour ça que je pense que c'était important de partir de ce point de vue qu'offre le titre de ce premier film d'Yvonne Rainer, Lives of Performers, que l'art dans un lieu d'exposition devient une expérience. Vous y avez toutes les deux fait référence. La question de l'expérience, elle passe à l'avant-plan, mais c'est une expérience non pas uniquement visuelle, loin de là, elle est tactile, elle est sonore, elle est construite de toutes les manières possibles, imaginables. Et bien sûr, les technologies contribuent à ça, mais il y a des œuvres qui se passent complètement de technologie, se passent même complètement d'objets. Et je pense par exemple à Carole Douillard, dans cette expo Lives of Performers, qui avait présenté un travail où on rentrait dans une salle d'exposition et tout d'un coup, on était en compagnie de 4-5 hommes qui étaient là, pas 24 heures par jour, mais en tout cas pendant toute la durée, les heures d'ouverture de l'exposition, et qui simplement attendaient, ne disaient rien, étaient là. Et nous aussi, on pouvait être là. On pouvait s'asseoir par terre avec eux, se reposer dans l'espace, s'appuyer sur un mur. Bon, et ça créait une espèce de coprésence à laquelle on ne fait pas normalement attention dans la vie quotidienne. Alors, bon, je pourrais donner beaucoup d'exemples d'œuvres qui étaient dans cette exposition. Par exemple, l'œuvre de Julien Crépieux, L'Opérateur,
qui montrait une sorte de dispositif vidéo sur une machine, un peu comme Michael Snow l'a fait au Canada il y a déjà bien longtemps dans plusieurs de ses œuvres. Il se montrait en train de filmer dans un espace d'atelier. Et nous, on devenait partie prenante de cette activité, de sentir un espace, de faire le tour de ce territoire et de l'investir comme Julien l'avait fait lui-même en atelier avec sa caméra. Il y a cette fabuleuse œuvre de Pauline Boudry et Renate Lorenz qui était présentée aussi, Salomania. Je pense à la dernière œuvre que j'ai vue d'elle à Venise qui montrait, oui, un film, mais qui nous invitait à la sortie au bar à dialoguer avec les artistes ou des représentants des artistes. Donc, on fait plus on fait moins aujourd'hui, et c'est des situations particulièrement qui m'intéressent, de limites. Il n'y a plus de frontières entre ce qu'il y a à voir et ce qu'il y a à faire ou ce qu'on peut faire. Et cette agentivité, comme on parlait tout à l'heure, cette co-agentivité, comme on parlait, Mathilde, tout à l'heure, elle est très importante dans le contexte d'une société dont on a beaucoup décrié l'individualisme ces derniers temps et qui risque d'augmenter avec le télétravail. Je ne me lancerai pas dans une tirade là-dessus, ne vous en faites pas, mais je pense que ce qu'est l'en commun et comment on peut faire pour préserver ce qu'on peut appeler le lien et le cultiver et produire du nouveau, ça va falloir être extrêmement vigilant. Et je pense que tous les artistes dont on parle dans ce livre visent à cela, et bien d'autres aussi, bien entendu. Quoi vous dire de Ivan Project? Il y a eu aussi, parallèlement, je vais juste finir avec ça, Nexus Rainer au Palais de Tokyo, où là, j'avais invité tous les critiques et commissaires et artistes qui m'avaient parlé de leur intérêt pour Ivan Rainer depuis des années, à venir présenter leurs projets, leur façon de voir Ivan Rainer, etc. Et il y a aussi eu au Jeu de Paume toute une programmation, non seulement des films d'Ivan Rainer, mais aussi de films d'artistes des générations suivantes jusqu'à aujourd'hui, qui travaillent dans l'esprit d'Ivan Rainer, c'est-à-dire un esprit qui, pour ainsi dire, s'intéresse, oui, à l'en commun, aux politiques, à la différence aussi, et qui déconstruit les récits attendus ou les récits convenus, quoi. Justement, dans cette expérience donc, que tu partages avec nous de cette série d'expositions autour d'Yvonne Rainer et d'expériences, où il est question de filiation, donc comment en fait un certain nombre de processus artistiques, à un moment donné, au-delà des générations, arrivent à perdurer selon évidemment les contextes et les époques dans lesquelles nous nous trouvons. Et qui, quand on se pose la question de savoir vers quoi on peut aller aujourd'hui, j'ai envie de revenir au livre de Mathilde, et notamment Chantal, dans ton introduction, tu cites un passage du livre de Donna Haraway dans son livre Staying with the Trouble, qui invite donc à faire s'entremêler les champs de la connaissance, les mondes, les pensées, les désirs. Alors pour ceux qui ont lu ce livre, elle en invente aussi une sorte de protocole de science-fiction où vraiment ça va assez loin aussi dans les possibilités, mais donc c'est vraiment une incitation
à la projection, au rêve et quelque part à une forme d'utopie pour éviter la dystopie, justement. Et je trouve que c'est un bon mantra pour envisager l'infini des possibilités qu'offre la question de l'œuvre aujourd'hui comme environnement et quel fil conducteur, quel fil tout court on peut tirer. Donc, ce qui amène du coup à inventer des protocoles, à expérimenter toutes les formes du vivant entre elles, dans et en dehors du cadre de l'exposition. Et Mathilde, donc en revenant sur ton livre, qu'est-ce qui d'après toi motive le plus les artistes à penser l'œuvre comme une matrice qui joue constamment entre les frontières du réel et de la fiction, des genres, des positions actives et passives, des formes artistiques elles-mêmes, voilà, parce que ça pourrait être justement le lien vers ce qui pourrait s'inventer, quoi, cette espèce de matrice, comment ils la pensent. Qu'est-ce que tu en retires de... Il y a déjà la question du milieu, sur lequel je reviens souvent. Quand tu disais, Chantal, pour moi, ce qui est l'enjeu, ce serait de faire de l'in situ dans le musée. C'est vrai que ce n'est pas forcément la formule qui a été reprise, mais par contre, ce dont les artistes m'ont souvent parlé, c'était cette idée de faire de l'exposition comme milieu, avec l'influence aussi de Jacob von Exul, et de cette volonté comme ça d'essayer de penser, de penser l'espace à partir de ces contextes, mais aussi de penser la relation non pas d'un sujet face et dans un environnement, mais voilà, encore une fois, d'une manière peut-être horizontale, volontairement multiple. On n'entend pas très bien, Mathilde, excuse-moi. Est-ce que je me assez lointain le son. Oui. Oui, donc je parlais de l'importance voilà, de cette philosophie des milieux qui traverse en tout cas beaucoup d'expositions aujourd'hui telles qu'elles sont conçues depuis Pierre Huyghe, mais aussi Jalisa Attila, il a donné une grande place aussi dans son travail. Et puis finalement, c'est en tout cas des outils de pensée, des outils critiques de penser l'espace de l'exposition qui sont très, très importants. Et je pense que la question des filiations est importante aussi. Et c'est quelque chose sur lequel, qui pour moi est importante. C'est pour ça que ces entretiens, je les ai menés aussi comme des rebonds. Il y a beaucoup d'échos. Régulièrement, je réactive quand Isaac Julien me parle de l'importance justement de penser l'exposition comme une orchestration, une chorégraphie d'images en mouvement. C'est après une formule que je repropose à un autre artiste au moment de la discussion que l'on a ensemble. Ou par exemple, c'est vrai quand je parle avec Laure Prouveau, avec qui j'ai mené l'entretien, sur plusieurs étapes aussi, parce que c'est important, on a souvent pris le temps, il y a souvent plusieurs étapes à ces discussions que l'on a menées ensemble. Avec Laure Prouveau, c'était important pour moi de lui évoquer le travail de Caroline Schneemann et de voir comment pour elle, c'est une référence qui était importante, parce que ce sont finalement aussi parfois ce champ de l'image en mouvement qu'Anne-Marie Duguay qui est ici connaît très bien, et parfois aussi on a parfois le sentiment chez les jeunes artistes qu'il y a un déficit de filiation, alors qu'en fait quand on en parle précisément avec eux on s'aperçoit que c'est beaucoup plus riche que ça, et que voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'il y ait différentes générations qui soient représentées. C'est pour montrer qu'il y a beaucoup de rebonds, d'échos, de mise en relation aussi entre eux, et que ça permet de renforcer aussi les liens et de renforcer les enjeux qui traversent tous ces désirs et ces expériences. Même si par contre, effectivement, du côté de la scénographie d'exposition, il y a peut-être pour le coup, plus un déficit de connaissances, simplement. Mais c'est en train de changer. Le Carlos Carpa, dont je ne parle pas parce que ce n'est pas l'enjeu, mais ou Beyer, ça commence à revenir. Mais c'est vrai que c'est des artistes dont quand je parle avec Laurent Grasso, et pour moi, c'était évident que son travail était très nourri, ou en tout cas très relié à ce qui s'est passé, à des dispositifs scénographiques de ces années militantes. Lui, ça lui a paru sur le tard, mais ce n'était pas forcément quelque chose qu'il connaissait d'emblée ou au départ. Par contre, Dominique Gonzalez-Sosner, voilà, mais c'est important tout ça. Et c'est pour ça aussi. Comment ? Le passé, même si les artistes ne se réfèrent pas nécessairement aux artistes des générations précédentes qui, pour nous, peuvent être des évidences, il y a quelque chose qui passe dans l'en commun, justement. Il y a une transmission qui se fait même quand elle est, pour ainsi dire, non dite là, ou non explicite. Et souvent, ça réconforte beaucoup les artistes d'aujourd'hui. Justement, le genre de travail que tu fais avec ce livre, de les mettre en vis-à-vis avec
avec des artistes des générations précédentes. C'est, je pense, très réconfortant et ça permet d'aller plus loin aussi. C'est comme ça a le même effet que ça peut avoir chez le spectateur, qu'on espère avoir une volonté, le désir d'aller au-delà de quelque chose qui bouge pas dans le présent, ou qui bouge pas assez, ou qui bouge trop et qu'on comprend pas trop. Et une mise en présence avec une œuvre, une installation peut faire bouger les choses. C'est ce qu'on souhaite, autant l'artiste que nous, qui, en tant que critique, nous intéressons à ses œuvres ou en tant que commissaire d'exposition. Et du coup, dans ce qui traverse et ce qui relie ces générations, ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est une sorte de méfiance à l'égard de l'immersif, ou de l'immersion. Donc, ils ont une volonté régulièrement de vouloir, comme tu disais avec Baudry-Lorentz, où on regarde un très beau film, très bien projeté, mais en même temps, il y a un rideau qui passe et qui tout d'un coup nous empêche de regarder, quoi. Il y a des troubles, cette volonté comme ça de... Alors, des choses qui ont été déjà voilà, interrogées par Tony Horsler, Padan Graham. Donc c'est pour ça que c'est important de réentendre et de relier ces voix, mais cette volonté comme ça en même temps d'essayer de toujours amener de nous amener en tant que spectateurs à essayer d'être dans un positionnement qui soit à la fois dedans et dehors. C'est un peu, voilà. Et donc pour essayer de nous engager à nous situer comme ça de manière peut-être plus dans une conscience critique, une conscience élargie. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà, après, c'est des grandes questions. Hein. J'en parlais aussi avec Henri Sala, l'engouement. Est-ce qu'il y a voilà, qu'est-ce que ça veut dire cette émancipation de la conscience qui est recherchée à travers ces jeux comme ça il est beaucoup dans ce jeu aussi de clair-obscur, où on est dans l'œuvre, on est en dehors, on est sans arrêt entre deux, quoi. Voilà. On est dans le trouble. C'est pour ça que ce titre Habiter l'exposition, qui est évidemment une référence à Habiter le trouble avec Donna Haraway, on est dans une voilà, dans un espace qui revendique d'être dans le trouble, d'être contaminant, d'être voilà, dans une complexité qui peut être plus difficile pour la nommer, mais qui en tout cas est extrêmement jouissive, et beaucoup de désir et Oui. amène à penser, je crois. Oui, c'est pour ça que moi, je parlerais moins d'utopie que justement d'agentivité, développement de l'agentivité, parce que je crois qu'on comprend très bien aujourd'hui qu'il n'y a plus d'utopie possible, pour ainsi dire, qu'il faut justement habiter le trouble, c'est-à-dire non pas faire du surplace, mais trouver des moyens d'être inventif et imaginatif avec ce qui est là, autour de nous, tel que c'est, même si ça ne correspond pas à une vision idéale ou à un système qui fonctionne parfaitement bien. Je pense que cette attitude-là ou cette posture-là peut nous aider, par exemple, à surmonter ce que la modernité nous a apporté de plus mauvais, à mon avis, qui est la bureaucratie, et dont on souffre beaucoup, disons, de quoi faire avec cette pandémie. On sait que beaucoup d'inertie qui vient de la très lourde bureaucratie héritée de la modernité et qu'il va falloir transformer ça pour être plus à même d'habiter le trouble dans l'ère qui s'annonce, quoi. J'aimerais parler de la place de Haraway dans ce livre. Et tu parles aussi de Jacob von Uexküll, que moi, je n'ai pas le plaisir de connaître, mais qui semblent tous les deux être, bon, on le sait pour Haraway, très liés au monde animal et au monde végétal.
Ça, c'est assez nouveau, ce mouvement-là, en philosophie. En tout cas, c'est assez nouveau qu'on y prête autant d'attention, qu'on essaie, pour ainsi dire, de mettre l'humain en parallèle avec le monde végétal et le monde animal et voir comment ça peut fonctionner ensemble. Et on essaie aussi d'apprendre des écosystèmes développés dans le monde animal ou dans le monde végétal. J'ai regardé dernièrement un magnifique film de Florence Lazare, tourné à la Martinique, sur le monde végétal, justement, qui est une splendeur et qui essaie de comprendre comment le monde botanique en Martinique a été complètement transformé par l'humain et la nécessité qu'il y a maintenant de revenir à la nature et à sa propre inventivité ou à sa propre agentivité. Alors, ça, c'est intéressant. Disons, ça me fait penser beaucoup au travail aussi de Baptiste Morisot ou Nana Lovenham, le champignon de la fin du monde. C'est des philosophes qui se distinguent justement de leurs prédécesseurs, qui se sont beaucoup intéressés à l'en commun. Qu'on parle de Jean-François Lyotard, dont tu parles amplement dans ton livre, via l'exposition qu'il avait fait au Centre Pompidou, Les immatériaux, ou que ce soit aussi Derrida, Nancy ou même Agamben, qui nous ont déjà avaient compris dès les années 80, Blanchot aussi, que la question de l'en commun, c'était la question à laquelle il fallait s'attarder, c'était la question du futur, du présent-futur, pour ainsi dire, et ça s'est confirmé, je pense, beaucoup à partir de 2000 et des grands changements, moi je dis même grands changements de civilisation plus que de culture qu'on a vécu sous l'effet de la mondialisation, sous l'effet des technologies de l'information. Et c'est très intéressant qu'on en vienne maintenant comme à une nouvelle mouvance à laquelle les artistes ont très vite adhéré ou même pressenti aussi. Tout à l'heure, en t'écoutant, je me disais, ah oui, mais Mathilde, c'est vrai que j'en ai entendu parler autrefois, là, avant de te connaître. D'ailleurs, c'est Christine Vanache qui m'avait dit, ah, tu devrais connaître Mathilde Roman, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et effectivement, alors, au début, c'était la vidéo, c'était l'image en mouvement qui t'interpellait surtout. Alors, tu as beaucoup élargi ton champ d'intérêt et ton champ de compétences. Mais moi, je pense beaucoup, et peut-être qu'Anne-Marie Duguay en parlera aussi, puisqu'elle est là, c'est beaucoup la vidéo, peut-être un peu la photo avant ça, mais surtout l'image en mouvement qui a permis à l'art de s'ouvrir à une conscience politique élargie. Et ici, je me souviens, je parle du Québec et du Canada, dans les années 70, dès que les artistes ont eu accès au porte-à-pack, ça a changé l'art de façon radicale. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui comment il y a un retour du balancier et que il y a beaucoup d'artistes qui se servent non seulement de la vidéo, mais aussi de la mise en espace et même des objets pour dire ce qu'ils ont à dire. Je pense à Xavier Veillant, qui, lui, dit dans son interview une chose qui m'a frappée, moi, c'est beaucoup plus l'exposition que l'objet qui m'intéresse.
Et je pense que c'est le grand problème des musées à l'heure actuelle. Ils s'intéressent peut-être encore trop à l'objet qu'à l'expérience quoi, qu'on peut générer avec ou sans objet. Et ça, c'est appelé à changer d'après moi. Donc, je m'arrête là. Sur lesquels j'ai envie de rebondir, c'était déjà très riche. Simplement, peut-être, effectivement, l'anthropologie a une place importante, mais dans une philosophie commune aujourd'hui qui est très importante pour beaucoup d'artistes. Et encore une fois, ce sont des artistes qui m'amènent sur ces territoires de pensée. Ce sont des expériences aux œuvres qui m'amènent à élargir et à partager des champs de réflexion communs. Et Jalisa Attila a une place assez importante. C'est pour ça que si c'est son image, c'est une image d'une de ses œuvres qui fait la couverture de ce livre. Parce que Jalisa Attila, sans mettre d'animaux dans les espaces d'exposition comme peut le faire Pierre Huyghe, sans introduire du vivant directement, je trouve à une manière extrêmement frappante de parvenir justement à intégrer finalement philosophiquement les questionnements qui sont ceux de cette coagentivité, de cet espace de réciprocité entre différents espaces vivants et non vivants. Elle est complètement traversée par ces questions de relations non dominante entre l'humain et le non-humain, mais elle le fait à travers le médium de l'image en mouvement. Et elle le fait de manière extrêmement magistrale, à mon sens, parce que finalement, en réfléchissant à la manière dont les écrans, finalement, peuvent justement produire une expérience située pour le spectateur, elle est traversée par toutes ces questions, et ces questions-là, elle les met en place dans ces expositions. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est des philosophies de pensée qui sont extrêmement intéressantes pour après penser des expériences artistiques, mais pas simplement de manière littérale, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de voir qu'est-ce qui se produit, le fait de faire venir des corps vivants dans un musée ou des espaces vivants dans un musée, et comment des œuvres, et comment des expériences d'œuvres qui sont de l'ordre de la représentation aussi, parviennent à être complètement traversées par ces logiques non dominantes, impulsives, ouvertes, poreuses, contaminantes, voilà. Et où effectivement l'œuvre est sans arrêt en relation avec ce qui l'excède. Et c'est ça qui, je trouve, extrêmement riche en termes de rapport au ça m'amène à parler un peu de Farrokhi Graham, l'expo que j'avais faite en 2009 au Japon. Mais il y a une œuvre que j'ai envie de commenter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Deep Play de Harun Farrokhi. Alors, on arrivait dans une immense salle avec, je ne sais pas combien d'écrans tout autour de la salle. L'idée, c'était que le spectateur pouvait s'asseoir par terre et changer son regard, son positionnement comme il avait envie, parce qu'il n'y avait aucun récit narratif dans cette œuvre. C'était des prises de vue d'un match de foot et tout, comme dans la vraie vie, s'agençait de façon un peu à la John Cage, disons, simultanée. Et ça, c'est habiter le trouble aussi, pour reprendre cette expression glorieuse de Donna Haraway. Je trouve ça... J'aimerais peut-être qu'Alexandra commente cette œuvre de Boris Charmatz qu'elle était venue installer à Montréal dans l'un de nos festivals Théâtre et les Visions, parce que Boris Charmatz, c'est pas quelqu'un que tu as interviewé pour ton livre, Mathilde, mais je trouve que là, il a posé un geste très intriguant, très spécial pour un chorégraphe.
Et peut-être que tu pourrais décrire cette œuvre, Alexandra. Oui, c'est une œuvre que j'ai accompagnée, parce que c'était le principe, en fait, chaque fois qu'elle était exposée dans un musée, puisque c'était, enfin, dans une institution artistique, puisque c'était une œuvre live avec à chaque fois pour un seul spectateur. Donc, il fallait qu'elle soit accompagnée déjà pour introduire le protocole auprès des personnes qui, à leur tour, allaient introduire chaque spectateur dans l'œuvre, et ensuite expliquer comment tout ça fonctionnait. Donc, mais là, ça remonte à très très loin, donc il faut que je recolle les morceaux de ma mémoire. Mais en gros, il y avait le spectateur était entré dans une salle obscure et était invité à s'allonger sur un piano. Et à s'allonger donc sur le piano et à fermer les yeux. Et à partir de là, il était plongé dans une espèce d'univers sonore qui était fait de sons, des pas du danseur, d'échanges, de morceaux de piano. Et en fait, il ne savait jamais si les danseurs étaient là vraiment, parce que les gens pensaient vraiment qu'ils allaient avoir un spectacle pour eux tout seuls, alors qu'en fait, pas du tout. C'était un dispositif sonore, mais qui était fait de telle manière qu'il y avait une forme de spatialisation et d'expérience chorégraphique et corporelle qui faisait qu'on était vraiment plongé dans un environnement où on pensait que tout était vrai, quoi. Donc le spectateur, pendant 1 heure, ça durait assez longtemps, était immergé là-dedans, et quand il ressortait, avait vraiment traversé quelque chose qui était de l'ordre de l'expérience parasympathique, mais malgré tout chorégraphique et sonore. Donc c'était une œuvre assez forte, effectivement. Mais pour rebondir un peu à ce dont Chantal, à ce dont tu faisais et l'écho par rapport au rapport au monde aujourd'hui, je me disais presque peut-être le volume après habiter l'exposition, c'est habiter le monde, parce que c'est vrai que il y a une manière aujourd'hui, en tout cas pour les artistes, à travers effectivement un certain nombre de références qui sont énormes. Tu citais Baptiste Morisot, il y a aussi Vinciane Després, enfin, il y en a beaucoup qui travaillent maintenant sur ces questions du rapport au vivant, qui fait que les existences ne sont pas en parallèle, mais deviennent immersives les unes par rapport aux autres. Donc ça fait aussi écho à l'expérience peut-être immersive de l'art. Mais il y a aussi le rapport à l'histoire telle qu'elle se construit actuellement. Et je pense notamment au travail de Katia Kameni, qui se rend en Algérie avec Marie-Josée Monzin dans le cadre de son roman algérien pour en faire un 3e volet. Tout à coup, il y a aussi ce côté d'habiter le monde, cette dimension totalement immersive, de se saisir des événements pour à un moment donné en retransmettre quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'expérience politique et immersive d'une certaine manière. Donc bon, c'est d'autres films qui se tirent, mais je trouve qu'il y aurait peut-être toujours dans cette manière d'interroger peut-être ce qui pourrait être, ce qui est notre contemporain du rapport à l'œuvre, mais qui est vraiment en fait cette chose qui pousse très fortement derrière les portes et qui est très présente, d'habiter le monde. Et on le voit aussi à travers tous les mouvements sociaux qui sont présents aujourd'hui. Et on n'a pas parlé de la dimension militante aussi, qui est très présente dans le travail vidéo et parfois immersif des expositions. Donc tous les événements sociaux en ce moment qui agissent, que ce soit les Black Lives Matter ou que ce soit les Gilets jaunes, etc., et qui sont aussi présentes dans les œuvres. Donc ça, c'est un peu une manière de tirer des fils, parce qu'il est 19h10, qu'on s'était dit qu'il y aurait 3/4 d'heure de discussion, et qu'à un moment donné, ce serait bien aussi qu'il y ait des échanges avec l'ensemble des personnes qui sont présentes, donc pour qu'on puisse revenir sur ce qui a été dit et peut-être échafauder des hypothèses ensemble. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire et de questions à poser. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait ouvrir ce temps maintenant à la discussion. Oui. Non, le micro est ouvert, Sarah. Vous pouvez intervenir. Je voudrais poser une question. Oui, je vous en prie. Ah oui, parfait. Donc, j'ai adoré l'idée, en fait, j'adhère à l'idée comme Chantal, et je suis aussi très proche de cet univers. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de Chantal, incorporer le spectateur. Et brusquement, les images me sont revenues, par exemple, des Instruction Pieces de Yoko Ono, où elle invitait des journalistes et le public à imaginer des œuvres dans un espace assez obscur, ou le Vittorio Conci avec le seedbed, où il était dans un dispositif de galerie chez Sonabend avec la surface inclinée, où il était invisible, mais il dialoguait érotiquement avec le spectateur.
il se masturbait en dessous, ou Nadine Norman avec Holger à l'Institut culturel italien en 99-2000, où elle avait invité des gens à être en dialogue avec elle, mais suivant des protocoles de messagerie érotique. Et en fait, je sentais qu'il y avait une unification entre l'idée de performance, de l'installation, du lieu institutionnel, muséographique et autres, et du spectateur. Donc, tout le monde interagissait. Mais j'aimerais savoir, je n'ai pas vu votre livre, mais est-ce que cette frange-là faisait partie de vos préoccupations? J'ai eu le sentiment que vous étiez plutôt du côté de l'installation en fusion avec le spectateur et pas de l'artiste performance, lieu, tout faisant œuvre totale, globale. Non, effectivement, c'est vrai que c'est un champ de recherche qui me nourrit énormément parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question de la performance, sur ce que vous avez mentionné. J'ai cité une exposition qui s'appelait Danse, 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 où il y avait par exemple des pièces justement de Paul Fermat avec Hermétique, où il y avait beaucoup de performances. Et cette question de la performativité dans l'exposition, et je trouve assez passionnante. Mais là, c'est vrai que l'enjeu, c'était plutôt de réfléchir à la manière dont l'expérience des œuvres produit une performativité des corps du côté du spectateur. Voilà. Et c'était ça mon point de départ plutôt, et de voir comment finalement l'expérience des œuvres et des images en particulier, dans un espace situé comme celui que voilà, parvient finalement aussi à produire ce type d'expérience qui est très proche de ce que vous décrivez. Donc tout ça pour moi est très commun. C'est pas pour faire des déclarations, c'est simplement pour voilà, il y a des champs de recherche à des moments qui se construisent, mais qui se construisent quand même ensemble. C'est vrai que moi mes champs de recherche, c'est essentiellement j'ai envie de dire l'exposition, la performance, c'est l'image en mouvement qui est mon point de départ, mais les choses se mêlent, donc les champs de recherche se mêlent. C'est ce qui nous relie avec Chantal et avec Alexandra. Si je peux me permettre, tu as aussi fait cette expo sur la danse au Nouveau Musée de Monaco. Oui, oui. Danse, voilà. Où l'enjeu, c'était d'interroger aussi comment le musée aussi, à un moment donné... Mais c'est vrai qu'en mettant l'accent sur la scénographie, on pense à la place de la scénographie dans les expos du Grand Palais à Paris ou dans beaucoup d'expos dans les musées dans le monde maintenant, où on met beaucoup l'accent sur ce que moi j'appelle, bon, sans doute qu'à l'interne, on appelle ça le design de l'expo, mais moi, j'appelle ça la décoration ou la commercialisation même des œuvres, parce que les œuvres sont présentées comme dans des magasins. Et il y a une très grande différence entre ce dont on parle, le travail des artistes dont on parle, et ce que les grands musées ont pu faire dans le cadre de cette ère de blockbuster qu'on vient de traverser. Et d'après moi, ça, c'est une problématique intéressante à laquelle probablement qu'on a des collègues qui s'adressent déjà à cette problématique-là, mais c'est ce que j'appelle l'enjeu de l'éthique des contenus. Et ça, on pourrait faire un autre webinaire sur cette question. C'est vrai que c'est pour ça aussi que je voulais réhabiliter le vocabulaire même de scénographie, qui pour beaucoup d'artistes est même une terminologie qu'ils ne souhaitent pas utiliser parce que ça leur semble être un registre trop, voilà, qui renvoie trop, comme tu le dis, Chantal, aux expositions où on est sur des logiques de design, d'exposition, avec voilà, Donc c'était l'ambition de ce livre, c'est de se dire il y a une dimension subversive dans un certain usage que l'on peut faire de la scénographie et voilà, de le repositionner en montrant à quel point c'est extrêmement riche et que c'est pas une notion ce serait dommage que l'artiste aussi voilà. Ben, le mot est formidable. Moi, souvent, je pense qu'il faut redécouvrir les mots et retourner à leurs racines, entre autres les racines grecques là, de scénographie qui sont Tchéna et graphikos. Et Tchéna, c'est la scène, c'est le lieu du partage, quoi. C'est, bon, on passe à la dernière scène qui est un repas important dans l'histoire de l'humanité, mais tous les jours, c'est quelque chose qu'on expérimente tout et chacun, cette question d'être ensemble et de partager à table, de se mettre à la même table.
Et puis, graphikos, c'est aussi un terme intéressant parce que ça veut dire trace. Et moi qui, depuis longtemps, essaie de comprendre et de faire comprendre qu'il n'y a plus de frontières entre les différentes formes artistiques, selon, comme c'était le cas selon le code convenu depuis la Renaissance, dire que faire de l'art, c'est de faire des traces ou de prendre en compte des traces. Je trouve que ça nous ouvre beaucoup nos horizons, quoi, face à la potentialité de l'art, mais aussi la potentialité de la pensée. Il y a une chose dont tu ne parles pas dans ton livre, c'est la question du dispositif. Parce que la scénographie, c'est un dispositif, en fait. Il y a Agamben qui a écrit un très joli petit livre sur cette question du dispositif, après avoir écrit un joli petit livre sur la question de l'en commun, la communauté à venir, qui a été très, très important, entre autres pour moi et bien d'autres. Mais je pense que ce que ton livre aide à faire comprendre, c'est ce que c'est que la potentialité de la scénographie, ce que c'est comme dispositif, comme outil de travail, qui peut, pour ainsi dire, animer un travail. Oui, c'est vrai que la question du dispositif, peut-être qu'elle était plus pour moi frappante. Bon, c'est toute la réflexion, il était aussi de Foucault, hein, c'est ce biopolitique, mais qui était très important à une certaine période aussi pour penser la scène artistique. Et par exemple, chez Laurent Grasso, c'est très important de bien se dire. Et c'est des choses sur lesquelles j'avais déjà travaillé dans d'autres cadres et dans d'autres textes auparavant, mais qui là, effectivement, me semblait c'était moins d'un point de vue de cette philosophie presque plus critique, plus à charge, mais je souhaitais plutôt être assez sûre dans une vision peut-être plus optimiste de réhabilitation, comme je le disais, et je crois que je suis plus nourrie effectivement de cette philosophie aujourd'hui qui cherche avant tout voilà, porter attention à des endroits où on estime que y a des logiques comme ça qui nous redonnent des forces, voilà, plus que ces logiques où avant tout on cherche à déconstruire et peut-être plus à trouver voilà, à se renforcer à des endroits où on estime qu'il y a quelque chose qui se joue et qui ouvre il y a une vitalité aussi pour moi de l'exposition et du musée. Hein. Justement, je crois encore, moi, au format de l'exposition, parce que ces œuvres et ces artistes me permettent d'y croire et que j'avais envie surtout d'être dans cette logique-là. Oui. Et juste aussi peut-être sur la question aussi du rapport à la scène, c'est vrai que la scénographie, on n'en a pas parlé, mais c'est ce qui est commun, cette terminologie qui est commune aux arts plastiques et aux arts vivants, c'est très important. C'est quelque chose qui est aussi très bon, moi, le livre précédent, ça s'appelait On Stage, la dimension scénique de l'image vidéo. Donc c'est un livre dans lequel j'avais déjà beaucoup abordé ces questions et sur lesquelles j'avais bien voilà, réfléchi. Donc c'était des choses qui m'ont nourri aussi, même si à chaque étape d'une pensée, voilà, on essaye de pas être dans un processus de répétition, mais plutôt voilà, de poursuivre. On poursuit un cheminement. Hein. Mais c'est évidemment des questions qui sont vraiment riche. J'ai envie de poser une question à Alexandra. Toi qui as fait le passage du monde de la danse au monde des arts visuels et qui t'es investi beaucoup dans une scénographie de l'exposition à travers ton lieu, le lieu que tu as créé, Rosascape, qui était un appartement en fait, où toi tu vivais avec ta famille, mais où tu conviais des artistes à faire des projets in situ spécifiques. Qu'est-ce qui a motivé chez toi cette transition importante? D'abord, il n'y a pas eu de transition, hein, parce qu'en fait, quand je suis rentrée dans la danse, comme tu dis, c'était à travers cette génération de Boris Charmas, Jérôme Bell, Esther Salamon, etc., qui eux-mêmes étaient déjà dans leur approche dans une forme très transdisciplinaire. Donc, en fait, la question de l'approche, elle a toujours été ouverte aussi aux arts visuels, mais pas que, la poésie aussi sonore, la littérature expérimentale et les arts plastiques et visuels. Donc, à un moment donné,
ce qui m'a plus intéressée, c'était la question plus du processus de travail. Donc, à la limite, que ça vienne de chorégraphes, ou que ça vienne de plasticiens, ou que ça vienne même d'anthropologues, la question n'était pas là. Elle était plus dans la dynamique qu'un artiste, à un moment donné, met dans son travail et arrive justement à transmettre à travers des formes qui sont peut-être plus celles du vivant et celle de l'environnement. D'où effectivement Rosascape et cette idée d'investir un espace domestique. Alors effectivement, c'est dans un appartement dans lequel je vivais, mais c'était très séparé. C'est-à-dire que quand vous étiez dans l'espace d'exposition, le centre d'art, il n'y avait pas une trace de ma vie personnelle. C'était vraiment un espace qui était investi par les artistes, avec cette contrainte de travailler non pas dans un espace neutre, mais un espace qui renvoie à la dimension intime versus une dimension plus collective, à l'intérieur versus l'extérieur, l'espace privé, l'espace public. Donc comme ça, un certain nombre de problématiques dont les artistes étaient invités à s'emparer. Alors après, il y avait des invitations qui étaient passées auprès d'artistes qui, a priori, étaient sensibles à ces questions-là, comme c'était le cas, par exemple, pour Katinka Bock, ou Lavande van der Boer, ou Benoît Merle, Vittorio Santoro, pour ne citer que. Et vraiment, ils sont venus travailler des œuvres, un ensemble d'expositions qui prenait pour point de départ le contexte même de l'environnement et de l'espace en tant que tel, et aussi sa temporalité, et aussi les lumières qui venaient le traverser, etc. Donc là, on était vraiment dans un environnement. Voilà, donc pour moi, cette question, elle était encore une fois liée à l'expérience du spectateur, qui est la même chose que quand on est, face à un spectacle de danse. Alors, pas toutes les danses, il y en a qui restent extrêmement frontales, extrêmement distantes avec le spectateur, et d'autres, en revanche, à travers un certain nombre d'artistes, qui prend vraiment le spectateur dans son espace de création et l'emmène à traverser en fait son dispositif de travail. Donc Rosascape, c'était ça aussi. Le lieu n'existe plus, mais Rosascape, c'était ça aussi. Il y avait aussi ce projet avec Raymond Gervais, magnifique projet autour qui s'appelait Finir, qui était donc à la fois autour de Beckett et de Debussy, et qui avait à voir avec les dernières œuvres de ces deux artistes, qui donc n'étaient pas non plus... Raymond Gervais était parti du contexte parisien, où ces deux artistes sont morts, et avait dans cet appartement donc construit une sorte de partition à la fois conceptuelle, mais en même temps extrêmement émouvante, de ces deux artistes qui se disent, qui se parlent dans leur dernière étape de vie. Voilà, donc c'était aussi ce genre d'expérience qui se traversait. Et pour moi, c'est pour ça qu'aussi, ce que je disais à Mathilde dans les échanges qu'on avait pu avoir précédemment, à Mathilde et à Chantal, que ça me faisait beaucoup penser effectivement ce livre aussi à la question par rapport au lieu même de l'art, à la question de ce qu'on avait mis en place dans Rosascape, hein, c'est-à-dire ce lien entre l'artiste et l'élaboration de l'œuvre avec son environnement et comment le public est amené ensuite à y prendre part. Moi, je me demande si on a encore des questions de nos participants. Sinon, moi, j'aurais une question que j'aimerais poser à une personne, si elle est encore là. Est-ce que c'est possible? Allez-y, Chantal, je vais juste inviter les personnes, si elles ont des questions, à les poster dans l'espace conversation, et ensuite Oui, on ouvrira leur micro. Merci, je suis désolée, je dois partir, mais tout le monde va partir dans quelques minutes. Mais est-ce que Risa Greenberg est encore là? Risa? Est-ce qu'elle est là? Non. Parce que Risa Greenberg est une grande spécialiste de la question d'exposition. J'aurais aimé entendre son feedback sur qu'on vient d'échanger. Peut-être qu'elle n'est plus là. Question d'exposition, peut-être que pour certains, enfin, ce qui m'a semblé aussi important, c'est que l'exposition aujourd'hui, on en parle beaucoup, on a une histoire de l'exposition qui est vraiment construite de manière extrêmement fournie et extrêmement stimulante en termes de recherche. Mais effectivement, ce que j'avais relevé quand même, c'est que la question de la scénographie, ce champ-là, n'était pas non plus des plus nourris. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Alexandra, je crois que effectivement la relation entre l'espace domestique et l'espace d'exposition, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est important aussi justement pour... dans ce livre, il y a aussi quand même
une dimension féministe qui est portée par beaucoup d'artistes, mais aussi par un champ philosophique qui est extrêmement important aujourd'hui en matière et la question donc, de l'espace domestique, à mon sens, aussi a un enjeu particulier. À ce titre-là, voilà. Et puis, les artistes dont tu as fait référence aussi, je pense que c'est un enjeu important. On va le penser à partir de cet endroit-là. Non. Est-ce qu'il y a d'autres actions, questions? Donc, là-dessus, on va Ben, merci à tout le monde. il est encore là, comme le micro est éteint, ouais, c'est ça peut-être. C'est bon? Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandra et Chantal d'avoir Oui. Chantal, merci. À tout le monde. Et à la prochaine peut-être. On continue la discussion. Oui, c'est ça, la suite au prochain épisode. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, très bonne soirée ou très bonne journée. Et prenez soin de vous. Merci Sonia. Merci beaucoup. Et au plaisir. À bientôt.